Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Épisode 7, 8 et 9. Mais oui, on va faire un trio cette fois-ci. On va mettre les 3 tactiques qui vont être les tactiques de base, les tactiques intermédiaires et finalement les tactiques avancées. L'épisode d'aujourd'hui, ça va être plus sur les tactiques de base. Et c'est pas parce qu'elles sont de base qu'elles ne fonctionnent pas. C'est juste qu'elles sont souvent plus à la portée de tout le monde. Et ce qui fait la différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est souvent la constance. Alors, on va y revenir. Avant ça, je vais juste faire un petit résumé de l'épisode précédent. Lors de l'épisode 6, je t'ai parlé des résultats. Donc, après avoir fait toutes les étapes, tout le parcours que j'appelle le parcours LEAP, on a vu l'importance de mesurer sur une base régulière au-delà de la simple journée. Donc, on regarde au niveau de la semaine, au niveau du mois, au niveau de l'année, quelle est notre évolution. Est-ce qu'on obtient des résultats sur LinkedIn? Et on va plus loin, est-ce qu'on obtient des résultats dans la vraie vie? Alors, la tactique 1, c'est super simple. On en a déjà parlé, mais c'est pour montrer à quel point c'est important. La tactique 1, c'est de s'assurer que notre identité en ligne fonctionne toujours et toujours alignée sur nos objectifs. Donc, ça veut dire revoir notre profil. Idéalement, plusieurs fois par année, minimalement une fois par année. Alors ça, c'est la première tactique. La deuxième tactique, être capable de rechercher sur LinkedIn. LinkedIn nous offre plein de filtres qu'on peut utiliser. Ce n'est pas aussi puissant que dans le compte premium, mais ça nous donne quand même de l'information qui peut être utile pour générer des conversations, tisser des liens avec d'autres personnes et, au final, obtenir des résultats. Donc, le deuxième, c'est la recherche. Et la troisième, qui va être la dernière pour le module d'aujourd'hui, c'est le fait d'être actif sur LinkedIn, c'est le fait de publier des posts. Et là, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais vous sortir des extraits d'entrevues que j'ai eues avec différents créateurs de contenu sur LinkedIn et on va les écouter pourquoi eux, ils aiment ce format-là en particulier. Alors, la première personne, c'est Tatiana Saint-Louis. Elle va nous parler des posts 100% texte, pas d'image, pas de photos, pas de carrousel, pas de vidéo, juste du texte, puis quelques émojis. Alors, on l'écoute. Moi, je suis formée en rédaction professionnelle. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire, tu sais, fait que déjà, le texte, c'est mon médium. Puis, ce que j'aime plus que tout dans les publications LinkedIn, c'est dans le fond le fait qu'on a seulement quelques caractères. Moi, j'aime ça voir la publication de contenu ou la création de contenu comme un jeu. Et plus il y a de contraintes, plus je m'amuse dans ce format-là. Et je trouve que d'avoir un texte tout nu, sans fioriture, sans rien, d'essayer de voir comment capter l'attention, comment utiliser des symboles, des emojis, créer un rythme, tout ça dans un espace très restreint, ben moi, ça m'amuse énormément. Puis après ça, de voir que les gens ils réagissent à ça, puis ça crée des conversations, des dialogues. Tu sais, en tout cas, c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère ça, je pense. LinkedIn, je le garde vraiment pour du micro-blogging que j'appelle, puis aussi pour créer le dialogue avec ma communauté, mais ce dialogue-là reste relativement public. Par contre, ce qui est intéressant dans la stratégie de publication LinkedIn, c'est que je reçois beaucoup de leads quand même qui vont venir de ça. Donc, ça rentre dans ma stratégie de contenu, puis les gens vont quand même me contacter pour des mandats en privé, mais la conversation globale va se passer en public. Je trouve ça cool aussi quand les gens, ils se répondent l'un l'autre. Tu sais, je trouve ça plate quand les gens, ils font juste, bon, ils répondent au post, ils mettent un like ou quelque chose. Ben, c'est pas plate, mais tu sais, c'est encore mieux si, là, il commence à y avoir de la conversation de tierces personnes ensemble, puis que là, ça génère une espèce d'ouverture de ce côté-là. J'ai littéralement des gens qui m'ont dit « Ton dernier post m'a amené à
savoir que j'avais besoin de travailler avec toi ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, des relations professionnelles, j'en ai créé de ce côté-là. C'est vraiment la grosse magie de LinkedIn. C'est vraiment du inbound marketing à 100%. Là. J'ai pas besoin de mettre de pub. J'ai pas besoin, genre, d'aller outre mesure dans la performance non plus. Le texte, pour moi, est une façon un peu plus contrôler de transmettre mon message. Tu sais, c'est comme des petites nouvelles, j'ai l'impression que je dois écrire parce que justement, il doit y avoir une accroche, un développement puis une chute qui va quand même créer genre une dynamique intéressante au niveau des publications. Les emojis sont vos amis. C'est quelque chose que je trouve le fun parce que on peut être créatif aussi avec la façon dont on utilise le texte, on utilise les symboles, la ponctuation, la façon où on coupe les phrases. Tu sais, il y a vraiment de l'espace pour le jeu. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça que je veux que les gens ils retiennent du format texte, c'est que ça n'a pas à être plate, ça n'a pas à être juste comme une espèce de gros bloc de texte là, vraiment intense. Tu sais, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment la beauté de vraiment voir comment est-ce qu'on peut rendre ça dynamique puis comment est-ce qu'on peut rendre ça accessible aussi à notre public. Alors, les posts 100% texte, ça fonctionne. On peut avoir du plaisir avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rajouter des choses. On va écouter Sarah Gilbert qui, elle, utilise les photos à sa manière. Alors, on l'écoute. Premièrement, je fais juste un pas de recul en premier, c'est la tendance dans les photos, elle est vraiment en train de changer. Fait que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est vraiment ce qui attire l'attention, c'est des photos qui sont plus naturelles, plus authentiques, plus raw. Donc, moi, cet été, j'ai joué beaucoup avec ça. J'ai partagé des photos de moi en vacances, des différentes photos quotidiennes que j'ai prises avec mon iPhone, là, tout simplement. Puis, ça fait que les gens arrêtent plus parce qu'il y a moins de marketing autour de ça. Il y a moins de branding, il y a moins de crémage sur toute la patente. C'est plus authentique. Puis, on voit vraiment que les gens arrêtent pour voir, OK, c'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment qu'ils rentrent dans notre univers versus un post avec une photo Photoshop ou une stock photo super belle, mais qui est vraiment trop belle, là, ou est-ce que là, ça paraît que c'est du marketing qu'on est en train de faire. Puis, tu sais, moi, les gens m'en ont parlé, oui, dans les médias sociaux, mais tu sais, les gens m'en ont parlé quand je les ai vus en courriel ou quoi que ce soit, de dire « Oh wow, j'ai vu ta photo cet été quand tu étais à telle place, tu t'as dit tel message » ou tu sais. Fait que les photos, ça permet justement de laisser aller qui on est, puis c'est ça que les gens sont en train de chercher. Fait que tout vient vraiment avec c'est quoi ma mission, pourquoi que ma business elle existe, pourquoi je fais ce que je fais, puis comment je veux faire la différence et ça, comment je transfère ça en message. Et à partir de là, ben là, je vais aller chercher dans ma banque de photos, des fois je vais aller prendre une photo qui est dans ce lien-là. Fait que c'est pas une affaire au niveau du marketing, c'est pas une question au niveau de je vais parler de mon prochain produit, mon prochain service, ou c'est vraiment, c'est quoi la croyance que je veux défaire? C'est quoi la croyance que je veux challenger? C'est quoi le message que je veux mettre autour de ça? Puis quand on se met dans cette position-là, c'est fou comment les idées arrivent. Tu sais, je peux voir un cupcake puis qu'il y a plein de crémage, puis tu te dis, ben la communication, là, c'est comme un cupcake qui a trop de crémage. S'il y a trop de mots, il y a trop de patentes, ben on perd l'essence de qu'est-ce qu'on veut aller dire. Tu sais, comme la semaine passée où j'ai passé un message que, tu sais, tous nos clients sont là pour nous apprendre quelque chose. Ben moi, ça m'a amené en aidant une cliente à prendre plus de temps pour sa famille, ben ça m'a amené moi-même à faire des muffins pour mes enfants. Fait que quand j'ai fait des muffins, ben j'ai pris une photo des muffins. Mais je sais qu'il y a un message derrière ça. C'est le message, puis c'est challenger les croyances que les gens ont qui fait la différence. Puis tu m'as donné faim quand j'ai vu la photo. J'en voulais moi aussi. J'ai eu plusieurs commentaires sur ça, sur les muffins de « Ah, moi aussi, ça m'a donné le goût de faire ça, ça m'a donné le goût de donner des souvenirs, ça m'a donné le goût de... » Puis ça nous permet vraiment d'avoir des messages dans les médias sociaux qui ne sont pas d'ici, mais qui connectent, qui viennent chercher les gens dans leur trip, dans leurs croyances, dans leurs valeurs, dans leurs limites même qui s'imposent eux autres mêmes. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à aider plus de gens. Fait que je m'amuse beaucoup avec les photos pour justement venir épauler un message. C'est pas la photo qui guide,
La photo, elle vient épauler un message que je veux passer. Tu sais, souvent, moi, j'en parle avec mes clients, ils sont comme vraiment dans leur tête que, ah, ben oui, mais tu sais, Sarah, moi, je pense jamais à ces affaires-là. C'est une question d'habitude. Après une rencontre avec un client, se déposer, dire qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Qu'est-ce que je veux partager là-dedans? À la fin de la semaine, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que je veux partager là-dedans? Puis à un moment donné, ça devient une habitude. Puis tout ça dans les médias sociaux, dans notre communication, c'est une question justement de développer cette habitude-là. Donc, vous partez, vous voyez, vous prenez une marche, bien, de prendre une photo et de dire, OK, quel message que je veux passer en lien avec ça, qui est en lien avec ma mission d'affaires, qui est aussi ma mission de vie. Fait que c'est quoi le message en arrière du message? Puis, c'est avec ça qu'on part. Puis, l'important, c'est de s'amuser avec ça. Alors, des posts avec des photos vraies, des photos où est-ce qu'on est, quelque chose qui est plus près de notre réalité, ça peut aider à attirer l'œil, à générer des conversations. Mais parfois, on peut aussi utiliser des images. Les images, que ce soit une infographie ou plusieurs tableaux, donc plusieurs images, ça peut fonctionner aussi, puis ça va permettre de montrer des choses que le texte en soi ne suffit pas. Alors, j'ai pu en parler avec Jonathan Chan, que j'ai croisé 2 fois au Web Today à Nantes. Alors, on l'écoute. Moi, comme je le dis, je pense qu'une image vaut 1000 mots et qu'en fait, LinkedIn, c'est la plateforme idéale, dans le fond, pour accueillir ce genre de visuel ou ce genre d'infographie, comme tu le dis. Parce qu'en fait, la série d'images, elle concilie 2 qualités. Elle concilie la forme, avec un design, un visuel plutôt très graphique, et en même temps le fond, c'est-à-dire qu'à la fin on peut intégrer des données intéressantes, des citations sur chacun de ces visuels, et en même temps en plus c'est une fonctionnalité assez accessible, puisqu'en fait on n'a pas besoin de construire des carousels, tu as juste une série d'images cohérentes à montrer par la suite. Et en fait aussi ça va dans le sens de l'algorithme de LinkedIn. Je m'explique par rapport à ça, c'est qu'en fait LinkedIn maintenant prend en compte récemment le dwell time, c'est-à-dire le temps passé sur la publication pour pousser les posts dans la visibilité. Mais il y a aussi un autre indicateur, en plus en interne, qui est pris en compte, c'est le nombre de clics. Le nombre de clics, on ne le voit pas sur les pages personnelles, mais sur les pages d'entreprise, on constate qu'il y a LinkedIn comptabilise le nombre de clics. C'est-à-dire que avec une image, plusieurs images passent, du coup, ça multiplie le nombre de clics. Donc, du coup, LinkedIn va forcément considérer ce format comme très efficace. Donc, il peut y avoir un surplus de visibilité. Mais aussi, en plus, par rapport à un carrousel, par exemple, on peut aussi taguer des personnes. C'est-à-dire taguer des personnes qui sont concernées par l'infographie, qui peuvent être intéressées dans ce secteur. Ça peut apporter ce surplus de visibilité. Bon, par contre, faites attention aux tags aussi. Il ne faut pas en faire trop sur les tags. Faites uniquement sur les personnes concernées, sinon ça peut être un peu du spam. Après, je pense qu'il y a quelques conseils d'ordre technique à utiliser pour bien utiliser ces images. Tout d'abord, c'est plutôt la stratégie sur le choix des images. Tu mentionnes les infographies, mais il faut d'abord réfléchir. Est-ce qu'on sélectionne plutôt une seule image qui est vraiment attractive, ou on peut sélectionner une série d'images? Moi, ça dépend en fait, parce que quand on va sélectionner une seule image, on va rediriger l'objectif de ces personnes vers le sujet en question. Alors que si on sélectionne une série d'images, on va plutôt débattre sur la thématique en question. Donc, à vous de voir un peu comment vous sélectionnez, mais au moins, ce format-là, c'est excellent. Par exemple, si vous souhaitez mettre en avant une infographie, mais pas que, puisqu'il y a aussi une présentation sur PowerPoint, des études, voire même les meilleurs extraits d'une vidéo. Ensuite, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est il faut faire attention au découpage. En fait, sur LinkedIn, souvent, quand on va partager une infographie est hyper longue comme ça. Donc, prenez garde pour que ce soit bien découpé, pour que ça je conseille plutôt carré, pour que les gens puissent lire au moins le texte qui est dans l'image. Et ensuite, troisièmement, je pense que ce qui est important aussi, c'est aussi de bien choisir l'ordre des images. Parce que souvent, quand tu as sélectionné la série d'images sur LinkedIn, en sélectionnant les fichiers, LinkedIn va peut-être les mettre dans le désordre. Vous pouvez déplacer les guillemets sur ces images-là pour les remettre dans l'ordre, pour que la personne en question puisse lire de manière conforme. Et enfin, je pense que c'est un peu logique, mais le texte
est aussi important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le négliger. Je pense que le texte peut être un complément de l'image en question pour donner son avis, mais aussi pour inciter les personnes à aller discuter sur cette ressource. Et puis après, vous pouvez rediscuter. C'est aussi bien pour animer sa communauté. Sur la suite d'images, souvent, j'ai des résultats meilleurs. Mais c'est pas meilleur d'un certain sens. Peut-être pas meilleur en engagement, mais meilleur en qualité. C'est-à-dire en fait que les gens vont s'intéresser plus sur le fond, sur ce contenu-là, et après vont débattre sur le sujet. Donc du coup, j'ai plus l'impression que les gens apprennent plus en utilisant ce format-là qu'un format qu'on peut très vite consommer. Ah ouais, je voulais juste rajouter quelque chose sur le fond, sur pourquoi j'utilise aussi beaucoup ces infographies, c'est qu'en fait, moi, là-bas, je fais pas mal de veille. C'est-à-dire que je regarde beaucoup les articles, je peux lire pas mal d'études, et souvent, en fait, il y a beaucoup d'études qui sont pas lues par des personnes. Ils n'arrivent pas à le télécharger et tout ça. Du coup, moi, ça m'intéresse, et donc, du coup, j'essaye d'en faire une synthèse de cette étude, de cette présentation, pour que ça puisse intéresser les personnes. Et à la fin, je pense que ça apporte quelque chose à des personnes, puisqu'ils vont lire quelque chose avec des stats, quelque chose d'assez, avec un bon fond, avec un bon socle, et ça apporte plus que lire 10 histoires à la suite pour dire que c'est positif. Je pense parce qu'il faut un tout pour apprendre. Alors, un autre format à utiliser, surtout lorsqu'on veut montrer quelque chose de concret, c'est relativement simple à faire, plus simple qu'un carrousel, qui est un autre format dont on va parler à l'instant avec Christopher Piton. Depuis début mai 2020, en fait, je me suis focalisé sur les carousels, tout simplement parce que, comme je suis en train d'écrire un bouquin, j'ai dû ralentir en fait ma fréquence de publication pour continuer à être très régulier. Et puis, je voulais aussi tester un nouveau format avec un angle qui était un peu plus unique et sur lequel en fait je pouvais accentuer davantage ma voix sur le côté humoristique. Il y a eu l'arrivée aussi du changement algorithmique, donc le fameux dwell time, où dorénavant en fait le temps passé sur chaque publication est pris en compte. C'est pourquoi aussi mes carousels font minimum aussi 20 slides, donc ils demandent beaucoup de temps de lecture. Mais je veux pas en fait faire moins, tout simplement parce que j'ai envie de creuser le sujet et me démarquer. Et c'est là où justement il faut faire attention, parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent que il faut faire du carrousel parce que ça permet d'être beaucoup plus visible, ça permet de gagner en visibilité. Mais j'ai toujours un principe qui est, si c'est pour faire du carrousel, ça ne sert à rien. Et si moi je le fais, ça fonctionnera pas peut-être de la même manière pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut vraiment tester, analyser, réitérer pour voir si ça fonctionne pour soi et utiliser ce format-là de manière, on va dire, un peu plus intelligente. Concrètement, ça me prend quand même entre 3 à 4 heures pour réussir à faire un carrousel d'une vingtaine de slides. Et surtout, je prends beaucoup de temps à créer l'accroche. Si l'accroche n'est pas suffisamment intrigante, qu'elle n'est pas suffisamment percutante, où il n'y a pas cet effet de contradiction, pour moi, c'est pas encore assez bon. Donc, je passe vraiment du temps à créer cette accroche. J'ai pas de formation en fait en storytelling ou de formation en copywriting à proprement parler. C'est vraiment en fait, je suis autodidacte et j'ai appris justement en suivant des formations auprès d'autres professionnels du milieu qui eux justement proposaient des formations de copywriting ou storytelling. C'est ça qui m'a permis en fait de monter en compétence. Et après, c'est avec la pratique que j'ai pu réussir à bien en fait intégrer les concepts et à les appliquer dans les posts LinkedIn. Alors, petite nouvelle, depuis que cette entrevue-là a eu lieu, le livre de Christopher Piton est disponible pour achat, que ce soit en France ou peut-être même au Québec. Donc, je vais mettre les informations dans les notes. Et on voit que c'est un format qui demande quand même un certain investissement en temps, mais le retour en vaut la chandelle. Alors, voilà pour ce qui est des posts avec Carousel. On va en regarder un dernier qui demande aussi quand même un peu de temps à faire. Ce sont les posts avec vidéo. Et c'est Mathieu Chevalier qui va nous en dire plus. J'ai fait YouTube, j'ai fait Facebook, puis j'ai fait LinkedIn. Puis c'est sur LinkedIn que j'ai réalisé que ma communauté se trouve. C'est-à-dire que moi, je parle davantage à des gens qui trippent marketing ou à des entrepreneurs. Je suis vraiment dans cette grande bulle-là. Et c'est sur LinkedIn que mes vidéos ont tout de suite l'engagement,
la portée ont été beaucoup plus forte que ce que j'ai vécu sur YouTube et Facebook. Donc maintenant, je me concentre effectivement sur LinkedIn. Ce que j'aime de la vidéo native, ben, c'est sûr que c'est une belle façon de livrer du contenu de façon extrêmement humaine et engageante. Comme David Quentin le disait, le non-verbal, il est très important. Puis en vidéo, ben, tu as tout le langage autre que les mots qui sont utilisés, que les messages qui sont envoyés. Et ça, pour moi, j'avais déjà parlé sur mon vlog du principe d'interaction parasociale, qui, grosso modo, est un terme qui a été créé dans les années 50 pour expliquer la connexion qui se faisait entre l'auditoire et les vedettes du petit écran. Comment ça se fait qu'on les aime comme si c'était nos meilleurs amis? Ben, c'est que le cerveau ne fait pas la distinction qu'il y a un écran ou pas, il ne fait pas la distinction quand il crée une connexion avec quelqu'un qu'il trouve sympathique. Donc, la vidéo, c'est ce que ça permet de faire, ça crée une familiarité. L'an dernier, je me promenais dans des événements réseautage et c'était extrêmement fréquent que je me fasse aborder par des gens. Puis là, à chaque fois, qui me parlaient « Ah, salut Mathieu, comment ça va? » Puis à chaque fois, je fais « Oh mon Dieu, je m'excuse, j'ai oublié ton nom. » Mais c'est parce que je les avais jamais rencontrés. Ils avaient vu mes vidéos passer sur LinkedIn. Et donc, il y a cette espèce de familiarité-là qui se crée. Puis après ça, ben, approfondir la relation, c'est plus facile parce que tu as une belle porte qui a été ouverte. Et moi, j'aime m'exprimer aussi, j'aime donner des conférences, j'aime m'exprimer devant des gens. Donc, pour moi, la vidéo, c'est une belle façon de le faire, même si quand je tourne, bien évidemment que je suis juste devant une caméra. Mais le feedback que tu reçois après ça, quand tu publies sur LinkedIn, il est vraiment le fun. La discussion est le fun, est animée. Puis c'est comme ça que j'ai la meilleure portée et le meilleur engagement aussi. Pour moi, l'aspect le plus important quand on conçoit une vidéo, c'est de penser, ça va être quoi les 6 à 8 premières secondes. Parce que, surtout avec les sous-titres, les gens, ce qu'ils vont entendre et ce qu'ils vont voir, c'est la première phrase. La première phrase que tu dis dans une vidéo, ça devrait être une accroche. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans les vidéos natives parce que justement, on défile notre fil d'actualité, on voit la vidéo, elle se met à jouer, puis là, la première chose qu'on voit, surtout que la vidéo va être en mode silencieux, c'est les sous-titres, c'est la première phrase de sous-titres. Donc, super important de vraiment bien réfléchir à comment on va ouvrir cette vidéo. Donc, bref, LinkedIn s'améliore constamment en termes d'offres vidéo, puis on ne peut qu'en bénéficier, que ce soit pour du live, que ce soit pour de la messagerie privée ou de la vidéo native. Alors, on a vu différents formats de contenu pour mettre en valeur nos idées. Ce que tu dois retenir, en fait, avant de parler de ce qu'il faut retenir, il y a deux ou trois posts que je n'ai pas mentionnés. On peut avoir des posts avec des liens intégrés, ce qui fait qu'il y a une image qui va apparaître. Alors ça, c'est possible. On peut partager un post aussi. Donc, tout ce qu'il y avait dans le post original va se retrouver dans ce qu'on va partager. Puis, il y a aussi les fameux posts avec sondage qui fonctionnent très bien présentement. Alors là, il va y avoir quelque chose qui va s'intégrer à votre post et qui va permettre aux gens de voter. Ça, c'est des formats qui s'ajoutent, mais au final, ce que tu dois retenir, c'est qu'il y a différents types de formats. Chaque format a des avantages, je ne dirais pas nécessairement des inconvénients, mais il faut tenir compte que certains formats demandent plus de temps que d'autres. Et donc, il faut déterminer tout ça, le temps qu'on a, l'objectif qu'on va atteindre, qu'est-ce qui va mettre le plus l'idée en valeur. Et on choisit le post en question, en fait le format du post. Et ça nous dit aussi qu'on peut changer dans le temps, on peut varier. Moi, c'est souvent ce qui est ma conclusion. Varier les formats pour ne pas fatiguer votre audience, que ce soit des contacts ou des abonnés. À quelque part, c'est sûr qu'ils vont vous reconnaître avec un type de format. On a chacun nos préférences, mais de temps en temps, on peut les surprendre ou ça va aussi nous permettre de rejoindre d'autres personnes qui sont un peu moins intéressées par exemple, que ce soit juste du texte ou une vidéo et tout ça. On peut aller chercher d'autres personnes pour notre audience. Maintenant, ce que tu dois faire avec ça, bien, déjà, pour ce qui est de la tactique 1, le profil, tu peux mettre dans ton agenda une alerte qui va faire en sorte que tu vas aller revoir ton profil à l'occasion. Ça serait déjà une bonne chose à faire. La deuxième, bien, commence déjà à chercher des gens
sur LinkedIn. Essaie d'utiliser tous les filtres, d'aller plus en profondeur. Tu vas découvrir des choses et toutes ces notions-là que tu vas acquérir, cette compétence-là de chercher sur la plateforme, bien, éventuellement, ça pourra t'être utile. Alors ça, c'est en lien avec la deuxième tactique. Et finalement, la troisième tactique, bien, ose, essaie d'écrire des publications, choisis le format qui t'intéresse le plus, varie à l'occasion, des fois sors de ta zone de confort et fais entendre ta voix. Donc, c'est ça ton passage à l'action. On va poursuivre dans le prochain épisode avec les tactiques intermédiaires. Ce sont des tactiques essentiellement de réseau. Donc, on va voir pourquoi je considère que ce sont des tactiques intermédiaires et je vais en discuter avec Dave Cameron.